Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de reverse engineering ou rétro-ingénierie appliquée aux jeux vidéo. Le but de cette conférence est d'expliquer de manière synthétique les différentes étapes de la conception d'un hack de jeu vidéo. Mais en réalité, le processus peut être répliqué dans n'importe quel contexte nécessitant d'altérer le fonctionnement d'un programme. Du coup, en fait, l'intérêt des jeux vidéo, c'est que c'est ludique et c'est fun. Je vais commencer par vous poser quelques questions. Qui a déjà fait de la rétro-ingénierie ici? Ok, cool. Je vois qu'on a un public averti, c'est cool. Qui a déjà fait un hack pour un jeu vidéo? Super. Okay. Ça compte, hein? Je pense qu'il y en a plus qui ont fait des hacks en vrai. On y viendra. Et qui a déjà utilisé un hack dans un jeu vidéo? Cool. Ok. Soyons honnêtes. Bon, du coup, par contre, on va pas pouvoir aller super loin dans le détail parce que voilà, c'est un domaine très technique. Il y a 1 million de cas de figure à voir. Mais l'idée, c'est vraiment de vous présenter un peu le processus qui permet d'aboutir à l'altération du fonctionnement d'un programme pendant qu'il tourne. Donc voilà, on a 2 heures, 1 heure et demie. On mange entre la conf et le workshop. Donc, commençons par une question un peu longue. Faire de la rétro-ingénierie et hacker un programme, ça consiste en quoi? Quelqu'un a une idée? Vas-y. Ça consiste à comprendre comment le programme il marche pour essayer de trouver quelques failles à utiliser, je pense. Ouais. C'est à peu près ça. En gros, c'est analyser un programme et comprendre son fonctionnement interne sans avoir le code source. On est sur du code machine. Donc, la différence entre le code source et le code machine, c'est qu'il y en a un qui est lisible et qui a été écrit par un humain, et l'autre qui a été compilé et qui est fait pour être compris et exécuté par la machine. Donc voilà, le but principal quand on reverse un jeu, c'est de rassembler des informations qui vont ensuite nous permettre de modifier le fonctionnement, la mémoire, pour s'octroyer des objets, booster les capacités des personnages, ajouter des fonctionnalités comme de la visée automatique, par exemple, pour les infamous IM-bots, boire des potions automatiquement dans un hack and slash, et j'en passe. Et aussi, important, ça permet aussi de savoir comment le jeu vidéo a été conçu. Donc si parmi vous, il y en a qui veulent faire des jeux vidéo plus tard, hacker des jeux vidéo, c'est un bon moyen de savoir comment ça marche et d'éviter de se faire hacker ces jeux vidéo derrière. Donc on va commencer par un truc, c'est un peu chiant, c'est les bases. Je suppose qu'il y en a pas mal parmi vous qui connaissent déjà ce que je vais dire, mais c'est important de les poser pour qu'on soit tous en phase. Donc on va commencer par étudier le processus de compilation. Donc voilà, donc là on a le code source qui a été écrit par un humain, du C, du C++, qui passe donc par un préprocesseur suivi d'un compilateur pour donner du code assembly qui ensuite lui-même passe dans un assembleur pour donner au final un fichier exécutable. Donc le fichier exécutable, c'est ce qui va être exécuté au moment où vous lancez le jeu ou le programme et ce qui va être chargé en mémoire. Et c'est ce avec quoi vous allez interagir, vu que, comme j'ai dit au début, on n'a pas le code source, malheureusement. Si on avait le code source, ça simplifierait beaucoup de choses, puisque en fait, tout le processus de rétro-ingénierie, c'est de comprendre comment le code source a été conçu. Donc, je voulais vous présenter, vous refaire un petit rappel sur ce que c'est que la RAM. Peut-être que quelqu'un dans la salle peut nous expliquer. Ok. La RAM, c'est tout simplement la mémoire courte de l'ordinateur, c'est-à-dire que dès qu'il va exécuter quelque chose, ça va se passer dans la RAM, forcément. C'est un espèce d'immense tableau Velleda sur lequel l'ordinateur écrit des informations et
les efface, les lit. Et en fait, il faut imaginer vraiment un tableau Velleda de la taille d'une ville. C'est aussi un immense tableau, une succession de cases qui sont représentées ici. Quelqu'un sait l'unité de base d'une case mémoire? Ça. Le byte ou l'octet en français. Ah oui, je voulais préciser, je vais utiliser des mots en anglais pendant la conférence. C'est pas pour me la raconter, c'est juste que la rétro-ingénierie, c'est quand même un domaine de niche. La plupart des informations que vous trouverez, ça sera en anglais. Du coup, on prend très vite les termes anglais au lieu des termes français. Voilà. Donc, le byte. Donc, on a des cases ici qui sont tous qui peuvent faire plusieurs bytes parce que on peut prendre une succession de cases pour encoder une valeur plus ou moins grande. Vous le savez, vous avez tous fait du C. Par exemple, un char, c'est encodé sur combien de bytes? Un int? Un short? Le float? 2, non? 4? C'est possible, en fait. Ok. Moi, j'aurais dit 2, hein, honnêtement. Mais dans le fond, de toute façon, c'est ça. Par exemple, un pointeur, sur combien de bytes? Excellent. Je vois que j'ai un public averti. Donc, pourquoi 4 ou 8? Ok. Cool. Du coup, là, je sais pas si vous... Là, en gros, on a des adresses. Chaque case a une adresse, forcément. Et du coup, c'est de l'hexadécimal. Vous savez compter en hexadécimal? Ok. Vas-y. Il est où le micro? Tiens. En gros, on compte jusqu'à 15. Enfin, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, et ensuite 10. Parfait. Ok, donc je n'ai pas besoin de m'éterniser là-dessus. Et du coup, quelle est la différence entre une architecture 32 bits et 64 bits? C'est ça. En gros, les instructions, elles vont différer dans leur nom, tout simplement pour savoir si on est directement quand on lit un code, si on est en 64 ou en 32 bits. Mais c'est à peu près rigoureusement la même chose. Et du coup, quelqu'un sait pourquoi on a dû passer de 32 à 64 bits? Pardon? Pour traiter des nombres très grands? Ouais. Exactement. C'est surtout pour la taille de la RAM, tout simplement parce que en 32 bits, du coup, on a 32 bits, donc ça nous fait 4 bytes. Ça nous fait des pointeurs sur 4 bytes, ça nous fait une valeur maximale de 4 milliards, 4 gigas. Et du coup, en fait, on ne peut pas adresser plus de 4 milliards de cases. Donc, c'est tout simplement un problème insoluble, quoi. Du coup, vu que chaque case doit avoir une adresse, si on ne peut pas avoir des nombres plus grands que 4 milliards, ça veut dire qu'il faudrait 2 cases pour stocker une adresse. Et du coup, c'est plus possible. C'est pourquoi on est passé en 64 bits. Voilà. Est-ce qu'on a des questions? Ok. Donc maintenant, on va zoomer un peu plus dans la mémoire, dans la RAM, et on va voir le processus. Donc le processus, en fait, c'est au moment où vous allez lancer votre programme exécutable, il y a un processus qui va être créé dans la RAM et qui va stocker toutes les données relatives à l'exécution de votre programme. Tout simplement, vous savez quoi, c'est quand vous ouvrez le gestionnaire de tâches sous Windows ou sur ouais, d'ailleurs, on va parler de rétro-ingénierie de hacking sous Windows. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se prête le mieux aux jeux vidéo. Mais il faut savoir qu'en fait, c'est toujours la même théorie finalement, même sur console, que ce soit sur un autre OS, c'est toujours des processeurs, de la RAM. Donc voilà, mais pour des raisons, en fait, on a des outils qui sont performants sous Windows. La plupart des jeux tournent sous Windows, donc j'ai décidé de faire cette conférence sous Windows. Donc le processus. Donc le processus, il est divisé en plusieurs parties. Tout en haut, on a le process control block. Ça, c'est tout ce qui va contenir les métadonnées du processus
tout simplement, en général, c'est le système d'exploitation qui en a besoin. Dedans, on va avoir le PID, les valeurs de registre correspondant au processus, c'est-à-dire l'état courant, le compteur ordinal, pointeur de stack, on va y arriver à la stack, l'espace d'adressage, etc. Donc, en fait, c'est pas hyper important. Si on veut faire de la rétro-ingénierie, on passe souvent ces données, elles sont assez évidentes en plus. On va s'intéresser pas mal à la partie programme. La partie programme, quelqu'un a une idée exactement de ce que c'est? C'est ça. Les instructions, donc le code assembleur, il va être chargé à partir de votre exécutable en mémoire pour être exécuté par la suite par le processeur. Donc en fait, si on veut interagir avec la logique du programme, si on veut éventuellement modifier tout ce qui est la logique, l'exécution, etc., on va essayer de toucher à cette partie-là. Sachant que cette partie-là, en théorie, elle est en lecture seule, on ne la modifie pas, mais finalement, le système d'exploitation nous donne la possibilité de la modifier, de la passer en écriture, donc c'est pratique. Ensuite, on a la partie data. Donc la partie data, c'est tout ce qui est donné, tout ce qui est instancié sur la heap, tout ce qui est new, malloc, calloc, en gros. C'est-à-dire, donc c'est des données qui sont plus ou moins globales ou qu'il va falloir gérer manuellement en fait. Vachement important cette partie-là. On passe, en général, on commence d'ailleurs dans les datas, on essaye de les ramener à des instructions dans le programme pour savoir quelles instructions accèdent à quelles données. Et ça nous permet d'avoir un point de départ pour la rétro-ingénierie du programme. On va y arriver. Et on a la stack. Quelqu'un sait ce qu'est la stack? Oui, mais encore. C'est la stack, oui, pile d'exécution. Enfin, on a la pile d'appel peut-être, c'est à ça que tu fais référence, pile d'appel des fonctions. En gros, la stack, c'est ce qui va servir à stocker le contexte d'exécution de votre code, c'est-à-dire que, enfin, de votre programme. C'est-à-dire que par exemple, vous appelez une fonction, il va mettre sur la stack les paramètres, les variables locales et l'adresse de retour de la fonction. Et donc du coup, en fait, après, dans la stack, ça va s'empiler. Et donc, quand vous allez appeler des fonctions dans des fonctions dans des fonctions, à chaque fois, le processeur, enfin l'ordinateur, il va être capable de revenir et d'avoir tout l'historique, en fait. Il faut vraiment comprendre que quand on est en assembleur et que le code est exécuté dans le processeur, c'est un paradigme complètement différent du code source que vous écrivez en C, en C++ ou dans n'importe quel langage. Donc c'est d'où la stack. En général, quand on commence la rétro-ingénierie, la stack, ça fait chier parce que c'est compliqué. Faut vraiment comprendre comment les valeurs sont empilées. Il faut savoir les conventions qui sont utilisées, etc. Mais tôt ou tard, on est obligé d'y venir. Et finalement, c'est pas si compliqué. Et puis aussi, on a des outils qui nous permettent de la comprendre très facilement. Voilà. Pour info aussi, quand on va voir de l'assembleur, moi j'y reviendrai. Voilà, là je voulais vous présenter l'architecture, une architecture un peu basique et générique d'un jeu vidéo. Donc je vais vous la présenter rapidement. Donc il faut savoir que donc là on a le monde réel, un peu l'utilisateur, vous qui interagissez avec l'ordinateur, avec vos bras, vos jambes, vos yeux. Et donc vous interagissez avec les périphériques qui sont dans cette partie-là. Donc les haut-parleurs, le clavier, la souris, l'écran, entre autres. Est-ce qu'on peut déjà hacker à ce niveau-là? C'est vrai. Très bon exemple. C'est ça. Puis, oui, et puis ça vous est jamais arrivé de poser un truc lourd sur votre clavier pour que la touche... On a tous fait le bout de scotch aussi au milieu de l'écran pour avoir le viseur, classique. Voilà, donc en fait, faut vraiment c'est que de la créativité, hein. C'est pas une question de compétences techniques finalement.
On veut... Vous pouvez parler dans la cachebox, on entend C'est... Ouais. Merci. Outre les claviers programmables, on peut aussi, dans les settings du jeu, changer ce que peut faire le clavier depuis le jeu. C'est vrai, mais là, du coup, on va plutôt interagir avec le jeu qui est représenté plutôt dans cette D'accord, partie-là, ouais. ou même dans les données même. Ok. Donc là, c'est vraiment le périphérique physique. Et on peut déjà faire des choses, c'est ça qui est intéressant. Donc ensuite, on passe à la couche suivante. La couche suivante, c'est la couche un peu basse du système d'exploitation, c'est-à-dire les drivers, ou DirectX pour tout ce qui est l'API graphique de Windows. L'input manager, donc ça c'est un peu une façon d'englober tout ce qui est driver, souris, clavier, tout ce qui est manette, etc. Par exemple, il y a un exemple assez cool, c'est le Kinect qui a été hacké, qui a permis par exemple à une personne tétraplégique de contrôler un jeu vidéo avec ses yeux. Voilà. Donc on peut faire pas mal de choses au niveau des drivers. On peut aussi, par exemple, si on a de l'affichage à rajouter dans le jeu, par-dessus le jeu, un overlay, en général, on va interagir au niveau de l'API graphique, tout simplement en ajoutant un hook. On va y arriver plus tard. Et du coup, en fait, à la fin en fait, l'API graphique, c'est une boucle qui calcule des images, qui interagit avec la carte graphique pour calculer des images et les afficher. Et si au moment de l'affichage, vous lui dites hop, attends un peu et ajoute-moi, je sais pas, un menu et affiche-le-moi. Comme ça peut permettre du coup de contrôler votre hack, voire même tout simplement d'afficher des informations aussi sur le jeu en plus. Voilà. Sound Engine, on fait rien, c'est les pilotes audio Realtek, pour ceux qui connaissent. Et donc, maintenant, on va passer à la partie dédiée vraiment à le code en fait, du jeu. En jaune. Donc, on a là, par exemple, le moteur physique, qui, si vous voulez interagir avec les règles de physique du jeu, ça va être dans le moteur physique. Là, j'ai mis Games, ça va être toute la partie de la logique du jeu, les règles. Et la partie intelligence artificielle, là, on n'y touche pas trop. Donc, en général, ce qui peut être intéressant, ça va être en gros, la rétro-ingénierie, elle va beaucoup se faire à ce niveau-là, au niveau de l'assembleur, forcément. Et donc, on peut bien sûr modifier ce code pour faire en sorte que votre programme, pour altérer son fonctionnement et aboutir au comportement voulu. Donc, voilà. Et du coup, ici, on a donc la partie des données. Donc, user data, on va dire que c'est les données sauvegardées, la sauvegarde. On peut faire beaucoup de choses avec une sauvegarde. Il suffit de quitter le jeu, modifier votre sauvegarde, la recharger. L'ordinateur ne vérifiera pas si vous avez modifié les informations, forcément. L'ordinateur est un peu con, c'est un esclave, heureusement. T'imagines, tu modifies ton or, tu mets 3 millions au lieu de 500 et lui il dit hop, non, je me souviens, il y avait 500. Non, ça marche pas comme ça. Donc du coup, les données utilisateurs, on peut interagir pas mal avec. Et Game World Data, ça va être plus le monde, en fait, toutes les données relatives au monde à un instant T pendant l'exécution. Donc là, il y a pas mal de choses à faire. C'est généralement par là qu'on commence avec Cheat Engine, pour le citer. Voilà, on va y arriver. Donc, voilà. Je voulais aussi ajouter que en gros, en général, les jeux vidéo utilisent les préceptes de la programmation objet, car ceci permet de transposer facilement un modèle simulant un monde peuplé d'acteurs avec des règles préétablies. Par exemple, pour un jeu de rôle, on a souvent un objet monde qui va contenir la carte, les acteurs, les monstres, les NPC, les inventaires, etc. Donc à partir du moment où on a trouvé l'objet monde, il suffit de l'analyser et de voir un peu comment il est structuré, ce qu'il y a dedans, pour trouver un peu tout ce qu'il y a autour et donc après interagir avec le jeu. On va y arriver. Est-ce qu'on a des questions ? Vas-y. Puis... moi, j'avais une question, c'est au niveau des devices. Justement, tu as parlé de la Kinect, donc maintenant, il y a aussi tout ce qui est... je me rappelle plus du nom, mais savoir quelle position on a dans l'espace pour les jeux en VR et tout ça aussi, en plus de ce que tu as donné. Ouais.
Bah ouais. D'ailleurs, ça fait peur un peu, non? Si imagine si quelqu'un hack de la VR et commence à t'afficher des trucs un peu flippants où t'es pas prêt. Ouais. Les bonnes blagues, ouais. Ouais. Ouais, physiquement, ouais. C'est vrai. T'as parlé de la programmation, enfin de l'orienté objet, mais en assembleur, ça n'existe pas les objets. Du coup, enfin, ça doit être dur à trouver un objet quand même dans du code assembleur. Bah, figure-toi que non, parce que un objet, c'est une structure. Okay. Donc à partir de, en fait, oui, bien sûr, les structures ne sont pas représentées non plus en assembleur, mais en mémoire, par contre, elles sont. En fait, tout simplement, une structure en mémoire, c'est quoi? C'est des données qui sont alignées. On va y arriver d'ailleurs. Okay. Ouais. Est-ce que quelqu'un ici connaît la différence entre une structure et un objet? Une structure, il n'y a pas de fonction. Et c'est un peu l'ancêtre de l'objet. Maintenant, dans l'objet, on peut mettre des fonctions statiques, on peut faire de l'héritage. Enfin, c'est l'ancêtre un peu. C'est ça, c'est une représentation plus simple. Mais finalement, un objet, ça reste une structure, surtout en mémoire. En fait, la différence principale, je vais vous la donner quand on analyse un objet en mémoire. En gros, tout simplement, à la première case mémoire de votre structure, première variable, c'est un pointeur vers un tableau qui contient lui-même des pointeurs vers des fonctions qui se retrouvent donc dans la partie programme. Comme vous avez vu, tout est indexé avec des adresses. Donc, et du coup, quand on veut exécuter une méthode, bah, du coup, le compilateur, le processeur, il charge l'adresse de la fonction et il l'exécute avec les paramètres, avec le this et compagnie. Donc c'est pour ça que, par exemple, le C++ a été conçu au-dessus du C et que les deux sont intercompatibles. Parce que tout simplement, ils ont rajouté dans les structures, entre autres, ils ont rajouté des trucs dans le C++, mais ils ont rajouté la possibilité donc pour une structure de contenir une VF table, comme on dit, une Virtual Function Table. Je crois que tu avais une question. Ah ouais. Tiens. En fait, par contre, dans certains jeux, en fait, ils font en sorte de vérifier si la user data a été modifiée. Donc, du coup, c'était pour savoir comment ça se passait dans ces cas-là, parce que des fois, genre, ils affichent une sauvegarde corrompue ou. Dans ce cas-là, ça rajoute du travail et il faut péter la vérification. Après, on a aussi une architecture client-serveur qui, là, ajoute des nouvelles contraintes. Et du coup, là, ça devient beaucoup plus compliqué. On va y arriver. D'autres questions ? Juste une question sur les objets. Sur chaque instance, il n'y a pas les pointeurs qui sont... Enfin, au début de l'instant de l'objet, il n'y a pas de, comme tu as dit, un pointeur sur chaque méthode ci. Enfin, c'est pas sur chaque instance ou... Si. Si. Okay. Mais par contre, ils pointent tous sur le même tableau. Okay. Puisque les fonctions, c'est toutes les mêmes. Okay. Mais ouais, ils ont tous leur VF table. Et du coup, on peut faire aussi des choses en modifiant la VF table, où vous pouvez modifier l'adresse sur une fonction et la remplacer par une autre fonction. Bon, après, après, il y a intérêt à pas faire cracher le programme, quoi. Donc c'est compliqué. Mais vous pouvez aussi, par exemple, remplacer une adresse d'une méthode dans une VF table, injecter votre code en mémoire, et du coup, la fonction, elle va pointer sur votre code, et donc ça vous permet de... En gros, tout est possible. Hein. À partir du moment où on a accès à la mémoire RAM, on écrit des instructions, et on fait jump, on peut altérer le code, etc. D'autres questions ? Tu peux lui passer le... Merci. Et du coup, tu fais comment pour justement rediriger tout ce qui est toutes les adresses, tous les trucs comme ça? Parce que genre, si tu peux faire joujou avec les méthodes comme ça, genre de n'importe quelle classe, genre ça peut être intéressant, tu vois. Imaginons t'as, je sais pas, la classe player 1 et la classe boss, et bah tu vas mettre la méthode, je sais pas moi, d'une attaque du boss, genre sur ton player 1. Genre comment tu fais du coup pour rediriger tout ça? Bah t'écris dans la mémoire. Okay. Après, souvent c'est compliqué. Après, c'est un très bon exemple que tu as donné. Dans les faits, en général, c'est quand même... tu remplaces pas juste une méthode. Ou des fois, en fait, c'est la même méthode qui fait une attaque.
Donc tu remplaces l'ID de l'attaque éventuellement. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre comment le jeu est conçu, et vu que chaque jeu est différent, pour pouvoir après l'altérer et faire ce que vous voulez. Après, on sait pas non plus YOLO mode. Le système d'exploitation, il protège pas mal de choses. On a les systèmes modernes, ils essayent d'éviter qu'on puisse faire n'importe quoi. Les développeurs aussi ont mis en place plein de solutions qui peuvent implémenter ou non, mais qui permettent d'empêcher un peu ou de rendre la vie difficile. Par exemple, vous connaissez tous la protection de nouveau, qui fait tourner votre jeu dans une VM qui elle-même est chiffrée avec des instructions différentes à chaque fois. J'ai pas le détail exactement, mais en général, ne serait-ce que pour craquer un jeu, là, ça peut prendre plusieurs mois. Voilà. Est-ce qu'on a encore des questions? On passe à la suite. Voilà, donc petit récapitulatif, on a vu donc le code source, donc qui est le code humain qui est transformé en fichier exécutable pour donner un processus. On a vu la représentation d'un processus dans la RAM et l'architecture d'un jeu vidéo. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la boîte à outils du hacker. Là, ça va être, je vais vous présenter des logiciels en fait qu'on utilise sous Windows. Il y en a quelques-uns en fait et ils sont vraiment trop bien. Et d'ailleurs, ils existent aussi sur les autres plateformes en général. Cheat Engine, le meilleur, celui avec lequel on commence en général. En fait, il est vraiment dédié au hacking de jeux vidéo, à la création de hacks. Du coup, il va être très orienté sur la lecture, recherche de données en mémoire, modification de ces données en mémoire, avec donc des outils assez puissants. Vous pouvez vous donner la taille de la valeur que vous cherchez, le type de valeur, et vous pouvez faire des scans. Je vais vous montrer juste après un exemple très simple de ce qu'on peut faire. Donc voilà, on a aussi un debugger qui permet du coup de mettre des points d'arrêt, de voir le code assembleur, voilà, d'analyser un peu ce qui se passe. Surtout qu'il y a des fonctions aussi qui permettent de lier des données que vous allez trouver aux fonctions qui les modifient ou qui les lisent, aux instructions, pardon. Donc à partir du moment où vous avez l'instruction, vous arrivez dans une fonction, et là vous commencez à faire la rétro-ingénierie de la fonction, et ça vous permet de comprendre comment le programme interagit avec votre valeur. Voilà, je pense qu'on est bon. Donc je voulais vous montrer, du coup on a parlé des structures et des objets. Du coup je voulais vous montrer un peu, donc là ça c'est un code C++, où je définis une structure joueur. Donc on a la vie, la mana, le niveau, la position. Donc vous voyez, la position, j'ai mis des floats. Ça aurait pu être autre chose. Du coup, là, j'instancie mon objet. Je mets des valeurs. Et là, on voit la représentation donc en mémoire dans Cheat Engine. Vous voyez qu'ici, en fait, ça c'est cool, c'est le debugger de Visual Studio qui me donne l'adresse de mon objet qui a été instancié, player. Ok ? Du coup, je remets cette adresse dans Cheat Engine, j'attache Cheat Engine au process, je mets cette adresse et Cheat Engine me donne donc ces valeurs-là. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit qu'elles sont alignées de la même façon qu'elles ont été déclarées dans la structure. Et en fait, ça paraît con, hein, ça paraît logique, mais c'est super cool en fait, parce que ça permet qu'à partir du moment où vous êtes capable de savoir, par exemple, que telle adresse, elle pointe sur un objet ou une structure d'un type, et ben vous êtes capable ensuite de savoir exactement tout ce qu'il y a, toutes les valeurs de la structure à l'intérieur. Et Cheat Engine vous propose même du coup de modifier, de mettre le nom en fait. Et donc en fait, l'idée c'est toujours d'essayer de rassembler un maximum d'informations et de les sauvegarder. On a plusieurs outils pour ça, et un des outils du coup qui est adapté à sauvegarder et à trouver des informations donc sur les structures de données sur la mémoire, c'est Cheat Engine. Donc maintenant je vous ai mis une petite vidéo d'un exemple de ce que vous pouvez faire très simplement en rentrant chez vous sur Cheat Engine. Donc pour ceux qui ont reconnu le jeu, c'est Terraria, j'aime beaucoup. Donc là, vous voyez, je vais chercher la valeur de vie. Donc j'ai mon personnage, je vois que j'ai 100 de vie, donc je cherche tout simplement la valeur 100. Je me dis que c'est sur un int, probablement 4 bytes, ça aurait pu être un float. Et là, je vois qu'il en trouve 12 000. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Je me fais toucher par un monstre
Vous voyez que c'est passé à 90. Et parmi ces 12 000, maintenant, je cherche 90. Et là, j'en trouve une. Donc, a priori, c'est la bonne. Donc, pour voir ce que je vais faire, tout simplement, ça va être de la modifier. Je me refais toucher un petit peu, tout ça. Je vois que la valeur a été modifiée. Donc, c'est sûr que c'est celle-là. Donc, je la remets à 100 pour voir. Hop, c'est magique. La vie remonte à 100. Donc, je vous dis, en fait, on peut faire vraiment des choses très simples, hein, facilement, en fait. Ça paraît compliqué comme sujet. Mais là, comme vous pouvez voir, on peut, voilà, sur tout ce qui est jeu solo, tout ce qui n'est pas client-serveur, bien entendu. En général, les développeurs, ils se prennent même pas la tête à mettre des protections, etc. Et même des fois, ils vont vous donner des outils de modding qui sont un peu une porte d'entrée pour hacker le processus et finalement le modifier, l'altérer de la façon que vous voulez. C'est comme ça, par exemple, qu'a été créé Counter-Strike et entre autres. Des questions peut-être? Vas-y. T'as la box. Juste une question par rapport à la structure qui était, enfin, t'as dit qui est ordonnée comme tu l'as déclaré, mais c'est pas réordonné quand il y a des tailles de variables différentes, enfin, qui sont plus petites par exemple? Tout simplement, là tu vois que tu as ce qu'on appelle les offsets, c'est-à-dire les sauts par rapport à l'adresse de base de ta structure ou ton objet. Là c'est 0, 4, 8, C, 10. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est que des 4 bytes. Ouais. Mais là on aurait eu un truc sur 2 bytes, tout simplement, il l'aurait pas détecté forcément. Des fois il le détecte pas. Il essaye, il est assez fort d'ailleurs, il trouve très souvent des trucs assez justes. Mais des fois, bon voilà, faut un peu bidouiller pour lui dire ah bah non, ici en fait l'offset il est que de 2 et la taille de la valeur elle est de 4, la valeur suivante par exemple. Donc oui, t'as raison. Okay. On m'entend, ouais. Allô? Oui. Ouais, on t'entend. Je sais pas s'il y a des questions un peu limite ou je sais pas quoi, mais pour Cheat Engine, donc on peut éditer toute la mémoire et tout ça. Comment ça se passe après si on voudrait distribuer quelque chose? Est-ce que Cheat Engine le gère ou a des trucs pour ça? Il me semble que déjà tu peux. Vas-y, t'as peut-être quelque chose à dire. Sur Cheat Engine, tu peux enregistrer des cheat tables. Exactement. Tu vas ce que tu as fait, tu partages et le mec a juste le load et ça refait tout ce que tu as fait en gros. Voilà, tu peux déclarer des fonctions et tout. Après, oui, c'est basique. Hein. Je vais vous montrer après d'ailleurs. On peut très facilement aussi interagir avec l'API du système d'exploitation pour faire votre propre programme qui fait à peu près la même chose que Cheat Engine. Hein. Cheat Engine, il appelle, en gros, quand il va lire une valeur, il appelle une fonction de l'API Windows qui s'appelle Read Process Memory. Il lui donne les bons paramètres avec l'adresse à laquelle il veut lire, avec la taille. Et après, ça te retourne ça dans ta variable. C'est cool, quoi. Donc après, tout est possible. Après, des fois, oui, si tu veux distribuer ton cheat, ton hack, ta modification, il faut que tu codes. Exactement. Dans les cheat tables, tu peux mettre aussi du LUA et c'est pas mal. Après, moi, perso, le LUA, je connais pas du tout, j'en ai jamais fait, donc je suis un peu un script qui dit du LUA, perso. D'autres questions? Très bien. Donc voilà, je vous ai présenté Cheat Engine. Je vous invite fortement si ça vous intéresse, à le télécharger, à le tester en rentrant chez vous. Il y a même un tutoriel qui est super bien fait et qui vous explique encore 10 fois mieux que ce que je suis en train de faire là et qui vous permet en plus de mettre les mains dans le cambouis. Alors là, on a un désassembleur. C'est AIDA, peut-être que vous connaissez. En fait, un désassembleur, en fait, ça vous permet d'analyser un fichier exécutable, donc qui ne tourne pas cette fois. C'est pas un processus comme Cheat Engine. Il va extraire tout le code. Donc, il faut savoir aussi que le code, voilà, c'est des nombres. Donc, du coup, lui, il va vous le transformer en instruction assembleur. Puisque le langage machine, j'ai oublié de le mentionner, mais en gros, pour chaque instruction de langage machine, donc qui correspond à, en général, des bytecodes, qu'on appelle, c'est-à-dire des successions de bytes qui vont définir des instructions, elles peuvent être donc du coup transposées en langage pseudo-humain avec des instructions comme ça. En fait, ça, c'est un peu le code source de l'assembleur. A priori, c'est déjà fait pour être lisible par un humain. On dirait pas, mais... Donc, en gros, le désassembleur, c'est vachement cool parce que
ça vous permet, 1, d'analyser un fichier sans l'exécuter, 2, de sauvegarder ce que vous trouvez. C'est-à-dire que, bon, normalement, par exemple, les fonctions là, il va essayer de vous trouver des fonctions qu'il connaît. Par exemple, les fonctions qui sont appelées dans des API, dans le kernel, machin. Mais les 99% des fonctions, c'est des noms aléatoires, genre sub avec l'adresse. Par contre, si au moment où vous faites de la rétro-ingénierie, vous trouvez ce que fait une fonction, et ben vous pouvez la renommer dans IDA, et ça vous permet donc de sauvegarder votre avancement, et donc du coup de continuer de faire la rétro-ingénierie sur le jeu. En fait, c'est un peu, je sais pas, comme le Sudoku. Vous trouvez des trucs et ça vous permet d'en trouver d'autres derrière. Ou je sais pas, par exemple, vous mettez à la place de Champollion avec la pierre de Rosette. Il avait une pauvre pierre qui avait une phrase traduite en latin. Et à partir de là, il a réussi à trouver comprendre d'autres phrases qui lui ont donné d'autres mots et qui lui ont permis ensuite de comprendre d'autres phrases, etc., jusqu'à pouvoir faire toute la rétro-ingénierie de l'Égyptien ancien. Fonctionnalité de ouf de AIDA, c'est qu'il vous transforme votre code assembleur imbitable en pseudocode C. Genre ça, c'est juste magique. C'est pas le code source, ça ne compile pas, mais c'est lisible. On a des appels de fonctions, des paramètres, on a des définitions, on a des déclarations, on a des types. C'est assez ouf. Alors après, il se trompe des fois, hein, mais c'est vraiment cool. Donc en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on passe de l'analyse statique des assembleurs à l'analyse dynamique que je vais vous présenter dans 2 secondes, sauf si vous avez des questions. Juste une question. Est-ce que tu as utilisé Ghidra ou pas? Ouais, je voulais vous en parler. Je voulais même faire le workshop avec. Et puis en fait, j'ai testé et il est juste moins bien qu'AIDA, quoi. Okay. Enfin, après, j'ai peut-être l'habitude d'AIDA. Hein. Mais bon, merci quand même la NSA, c'est cool, c'est open source. Je voulais savoir si, à propos des outils que tu utilises, si les concepteurs de jeux vidéo ne les utilisent pas pour voir les possibilités de hacker leur jeu et les contrer. Bien sûr, moi c'est la première chose que je ferais. Ouais. Surtout quand tu as un jeu où la sécurité de ton jeu elle est importante, tu es obligé de te mettre à la place. Ou même par exemple à la con, vous faites un logiciel, vous voulez le vendre, bah essayez de le craquer avant, quoi. Parce que si vous vous rendez compte que vous pouvez le craquer en 5 minutes, bon après, vu que c'est vous qui l'avez fait, c'est plus simple. Mais si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à le craquer alors que c'est vous qui l'avez fait, là vous êtes plutôt bien. D'autres questions? Donc maintenant, je vais vous présenter l'analyse statique, le debugger. Donc lui, ce qu'il fait, donc là c'est x64 debugger. C'est vraiment un debugger, contrairement à celui de Cheat Engine qui est adapté plutôt au contexte de Cheat Engine, de la mémoire, etc. Lui, c'est vraiment un debugger pur pour débugger tout et n'importe quoi. On finit souvent par y arriver, même si celui de Cheat Engine, ça fait quand même bien le taf. Et du coup, là, contrairement au désassembleur, à AIDA, lui, il va analyser le code qui est chargé en mémoire. Donc il va aller dans la section statique de votre processus, il va charger les instructions et il va les afficher et il vous permet, donc du coup, vu que c'est de l'analyse dynamique, le processus tourne et du coup on peut mettre des breakpoints, ce qui est super cool parce que du coup ça vous permet d'interrompre l'exécution. Et par exemple, si vous savez que vous êtes dans une fonction qui par exemple sur un jeu en ligne qui récupère qui stream, qui parse les monstres qui arrivent. Par exemple, le serveur fait spawner un monstre, bah, vous recevez forcément un message qui va finir par l'appel de la fonction du parsing du monstre. Si vous mettez le breakpoint au bon endroit, vous avez l'adresse du monstre, ce qui vous permet ensuite donc de prendre connaissance du monstre. Après, en général, on évite de mettre des debuggers dans un hack parce que c'est un peu une usine, quoi. Le debugger, en gros, on change vraiment l'état du processus, on s'attache à lui et tout. Mais par contre, pour l'analyser, c'est super. Mais il y a d'autres méthodes du coup pour faire ce que je vous ai dit et récupérer l'adresse d'un monstre potentiellement qui pourrait arriver, spawn. Le cube, s'il vous plaît.
Ouais, le debugger, c'est un outil super puissant que j'imagine les devs essayent de faire en sorte que c'est pas possible de l'attacher. Et justement, c'est quoi les conditions pour qu'un debugger puisse s'attacher à un processus? Comment est-ce que, Wow. si tu sais? Bah, je sais qu'on peut détecter un debugger qui s'est attaché au processus. On peut aussi... après, ce qui se fait aussi pas mal, c'est de chiffrer les instructions de façon à ce qu'elles soient déchiffrées au moment de l'exécution du programme. Ça s'appelle le packing. Et ça permet aussi à un désassembleur de galérer à lire les instructions. Mais c'est comme toujours, c'est une couche supplémentaire qui va vous donner du travail. Mais forcément, vu que le code il finit par être exécuté par la machine, tout ce qui tourne dans votre ordinateur, vous pouvez en devenir maître en fait. Mais après oui, on peut imaginer plein de façons en fait de pourrir la vie de quelqu'un qui voudrait faire la rétro-ingénierie de votre programme. Ça c'est sûr. Après, le debugger il va vous permettre de lire les registres processeurs, d'avoir des accès à la RAM. Mais de toute façon, on va y arriver au registre processeur et tout ça. D'autres questions? Super. Voilà, donc là on arrive à l'API Windows. Donc ça c'est vraiment si vous voulez donc, écrire votre programme et qui va interagir avec un processus externe. Bah c'est cool, Windows met à votre disposition. Et normalement n'importe quel OS le fait puisque tout simplement le debugger, il va en avoir besoin. On a plein de... Enfin par exemple vous codez, vous avez forcément besoin d'attacher un debugger. Donc c'est des fonctions qui sont complètement legit et faites pour. Alors après les anti-cheats ou c'est quelqu'un qui veut vous détecter, il peut essayer de détecter les appels de ces fonctions d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pas dans le cadre de cette conférence. Voilà, donc je vous ai mis des exemples de fonctions qui peuvent servir dans certains contextes. Mais on y reviendra. Et ce qui est cool, c'est que je vous ai mis un exemple de code où vous vous attachez. Donc au Minesweeper. Démineur. J'ai mis un exemple donc, qui vous permet de vous attacher à un démineur. Donc on trouve la fenêtre avec la fonction de l'API Windows Find Window. On récupère un HWND, qui est en fait un espèce de token d'accès à une fenêtre sous Windows. À partir de ce HWND, on récupère le processus ID. Ce qui va nous permettre d'utiliser ce processus ID pour faire Open Process. Et Open Process, c'est la fonction qu'on va utiliser pour ouvrir un processus quand on est à l'extérieur de ce processus. Je dis beaucoup extérieur du processus parce qu'après on verra qu'on peut s'injecter à l'intérieur. Mais en attendant, on utilise Open Process, on ouvre le process, donc là on l'ouvre en mode read, donc ça veut dire qu'a priori on ne va pas écrire dedans. Bon voilà, on check si le handle a marché. Et ensuite, on appelle tout simplement la fonction read process memory. Donc là, l'adresse, c'est 1337. On met le handle en paramètre, l'adresse. Ça, c'est donc une référence sur la valeur. Donc la valeur qui va être lue, elle va être retournée là-dedans. Ici, size of, du coup, vu que le type de la valeur, c'est un int, donc du coup, on veut que ça soit lu sur 4 bytes. On aurait pu mettre 4. Et là, 0, c'est un truc qu'on n'utilise jamais, numByteRead. Perso, je sais pas trop à quoi ça sert. Voilà. Est-ce qu'on a des questions? Et du coup, les logiciels comme Cheat Engine, etc., ils utilisent l'API Windows ou ils ont quelque chose d'autre? Alors, oui, je pense qu'ils utilisent l'API Windows. Alors, on peut aussi utiliser un driver qu'on a codé nous-mêmes ou qu'on a récupéré. Exemple, Blackbone. Et ce driver, en fait, il va faire ce que fait l'API Windows. Mais du coup, c'est plus difficile à intercepter ou à voir, ou il peut le faire de façon plus stealth, furtive. Et donc, ça peut être intéressant. Et puis, souvent, c'est une framework de driver, ça permet aussi de faire pas mal d'autres choses qui sont cool. Par contre, le problème, c'est qu'il y a un système de signature de driver sur Windows ou la plupart des OS. La même chose que le système de signature d'une app sur un mobile. Et du coup, si vous n'avez pas une clé privée qui vous permet de signer des apps, Windows 10 ne vous laisse même pas lancer le driver. Alors du coup, il y a Windows 7, 64 bits, qui peut vous permettre de bypass le check du driver. Mais c'est chiant. Donc il vaut mieux utiliser l'API si on peut, ou on peut aussi s'inviter à l'intérieur du processus.
On va y du arriver. coup, sur d'autres plateformes comme une console ou etc., c'est pareil, il y a des API dédiées ou... Bonne question. Je pense que sur une console, il va falloir quand même que tu bidouilles plus. C'est la même théorie, mais il y a moins d'outils, il y a moins de moyens, et du coup, c'est plus technique, c'est plus chiant. Du coup, je sais pas. J'ai jamais fait de hack sur console. J'imagine que sur Xbox, ça doit être, tu dois avoir une API. Voilà. Voilà, alors on arrive à ma partie préférée, les joies de l'assembleur. Ça, c'est la partie que tout le monde adore. Voilà, donc on commence par un truc cool, une architecture processeur. On va passer vite dessus. Donc, comment ça se passe? Donc, comme je vous ai dit au début, le paradigme est différent quand on exécute, quand le processeur exécute du langage machine, quand on a un processus. Du coup, je vais vous décrire les différents outils qui sont utilisés. Donc, rapidement. Donc là, on a des registres. Donc en fait, un registre, c'est une espèce de variable, une espèce de case qui n'est pas en mémoire, mais dans le processeur. Donc en fait, c'est le moyen pour le processeur d'accéder le plus rapidement avec une valeur et aussi de faire des opérations sur une valeur. Après, si, il peut faire aussi des opérations directement sur des valeurs chargées à partir de la mémoire. Il n'est pas obligé forcément de la charger dans un registre. Mais voilà. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est juste que c'est ça. Il ne faut pas essayer forcément de comprendre pourquoi il va utiliser un registre plutôt que la mémoire à un moment ou à un autre. En vrai, les voies du compilateur sont impénétrables, c'est lui qui décide. Nous, on est juste là pour essayer de comprendre. Voilà. Donc là, on a la fameuse stack. Donc on voit qu'on a les variables locales, les paramètres et la pile d'appel, la valeur de retour aussi, l'adresse de retour aussi. Donc ça, c'est notre contexte d'exécution. Donc c'est ce qui va, c'est en gros quand vous appelez une fonction dans une fonction, ça se met sur la stack, ça s'empile. Voilà. Là, j'ai mis donc une légende pour dire que, en gros, faut savoir qu'en 32 bits, on n'a que ces registres-là disponibles. En 64 bits, on en a plus. Donc ça, c'est cool. Et en plus, en 64 bits, ils sont plus grands, donc on peut faire des opérations sur des nombres plus grands en une seule instruction. Là où en 32 bits, il aurait fallu la faire sur plusieurs instructions, puisqu'on ne peut pas charger de nombres supérieurs à 4 milliards en 32 bits. On a aussi des registres qui sont particuliers, qui ont une utilisation particulière. Par exemple, EIP, RIP, c'est l'instruction process, c'est-à-dire que chaque fois qu'une instruction est exécutée par le processeur, ce registre va contenir l'adresse. En fait, le processeur, il charge l'adresse. En gros, l'adresse est chargée dans le registre et du coup, le processeur sait quelle instruction il doit lire. Les flags, ça c'est pour tout ce qui est les conditionnels. Ça, par exemple, on va faire des comparaisons. Le code assembleur va faire des comparaisons et selon le résultat de la comparaison, il va mettre des flags qui sont des bits à 0 ou 1. Voilà. On a la mémoire, donc j'ai remis le schéma tout à l'heure parce que forcément le processeur peut taper directement dans la mémoire à certains moments. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas, peut-être que quelqu'un va ajouter quelque chose. Il y a des experts en architecture processeur. Non? Peut-être des questions? Elle est où la mémoire statique là-dedans? Là. Et elle est utilisée dans les jeux vidéo? On en a besoin parfois? Ouais, il y a des jeux vidéo qui sont même... tout est en mémoire statique. J'avais entendu parler, enfin ça me fait penser, j'avais entendu... C'était Warcraft 2 ou 1. Le code source a été release et il paraît que c'était dégueulasse, c'était pourri, c'était que du statique et tout. Genre 42, la moulinette, je crois qu'elle aurait pété avant, avant de finir, tu vois. Mais bref. Bon, après, on se rend compte que finalement, ça peut être dégueu, ça peut marcher. Il y a aussi un truc cool qui a été fait récemment, c'est Diablo, le 1, qui a été complètement reverse à partir de... C'est un mec, en fait... Il a pris AIDA, il a ouvert l'exé, et après il a commencé à reverse chaque fonction une par une. Et bon, il faut savoir quand même je crois qu'il avait les noms des fonctions quand même, qui avaient été extraits d'une version console, je sais pas quoi. Donc il connaissait les noms des fonctions, il connaissait les structures, avec les variables à l'intérieur des structures, donc ça c'est quand même super intéressant. Et le mec, il s'est quand même amusé à transformer tout le code donc, que je vous ai montré tout à l'heure d'AIDA, le pseudo-code C qui était généré par AIDA, et il l'a retransformé en code C qui compile. Il a recréé le jeu.
Il avait quand même pas mal d'infos à la base, mais il a retransformé tout le code. Il a réussi à. Au début, le premier objectif, c'était de le faire compiler. Une fois qu'il l'a fait compiler, après, bah voilà, il lançait. Quand il arrivait au menu, c'était cool. Et ainsi de suite. Et du coup, tout ça, c'est sur GitHub. Je me souviens plus du nom, c'était Diablo Reloaded, un truc comme ça. Moi, j'avais passé un peu de temps à regarder ce qu'il avait fait et tout, c'était vachement intéressant. Tu pars du premier commit, tu vois, c'est que du code dégueu, AIDA, avec quand même les noms des fonctions. Et au fur et à mesure, tu vois qu'il remplit le code. Voilà. Et c'est intéressant. Et tu sais combien de temps il a pris pour... 6 mois, il me semble. Ok. Tu vois, hein, avec l'historique des commits. Il me semble que c'était 6 à 9 mois. Mais mec, il a passé sa vie. Hein. Ouais. Le cube. C'est juste un mot sur le reverse engineering sur console. Du coup, en fait, genre sur les précédentes générations et tout ce qui est console rétro, etc. Si vous aimez le hardware, il faut y mettre un peu les mains, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Donc, les soudures, tout ça. Même acheter des fois des composants custom pour modifier la console. Ou alors faire des fois soi-même ses propres circuits imprimés. Donc, c'est un peu de boulot, quoi. Ouais, j'imagine. J'imagine que par exemple, pour lire la mémoire sur une Super NES ou un truc comme ça, t'es obligé d'avoir ton propre microcontrôleur que tu branches et qui va te permettre ensuite d'accéder. Il y a un mec comme ça super sympa, qui fait des modifications sur Super NES et en fait il fait lui-même ses propres plein de circuits, etc. pour modifier plein de trucs. Et, c'est super intéressant, mais il faut s'y mettre, quoi. Ouais, ça devient plus là de l'électronique, système embarqué. Après, dans les dernières générations de consoles, c'est impossible parce que il vérifie tout le temps si on est connecté en live ou quoi. Donc, du coup, tu te fais strike et ta console, elle est dead, quoi. Ouais. Quand même, moi, je crois que j'avais fait pucer ma Wii U. Ouais, mais Nintendo, c'est pour les... Ça va. Ouais, c'est vrai, c'est facile. Non, en plus, je crois la que Switch, c'était... elle est craquée aussi, ça va. Ah ouais, elle est craquée aussi, la Switch. Putain, c'est cool, je vais peut-être en acheter une, du coup. Faut juste pas faire les mises à jour, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est toujours ça, hein, le problème quand tu fais des trucs craqués. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est toujours il passe toujours par des failles hardware au final. La Wii U, en fait, il n'y avait même pas besoin de mettre une puce. Ouais. C'était juste, tu téléchargeais un jeu et après, tu exécutais ton exploit. Ouais, c'est à partir du moment où le code a été validé pour être exécuté, a été signé. Bah, du coup, après, s'il y a une faille dedans, vous pouvez l'exploiter, quoi. Et du coup, votre code, automatiquement, il est signé. Ok. Et on a aussi des devices, d'ailleurs, sur PC que vous branchez sur un PCI Express et qui vous permettent d'attaquer la RAM, mais là, au niveau vraiment hardware. C'est-à-dire que le device va lire la RAM, mais sans même passer par le système d'exploitation. Par exemple, là, du coup, si vous voulez être indétectable à l'anti-cheat, vous passez par ça, mais après, c'est quand même compliqué, je crois. Moi, j'ai jamais fait. D'autres questions ? Ouais, tu as dit que le pseudocode C qui est généré par IDA, il n'est pas compilable. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas compilable ? Parce qu'il n'a pas suffisamment d'informations pour pouvoir le compiler, donc il va te mettre des erreurs. Mais c'est pas un problème de syntaxe ou quoi que ce soit ? Je pense pas que c'est un problème de syntaxe, Ouais. c'est juste un problème de manque d'informations. Ouais. Et donc, il va te dire, voilà, cette partie de code-là, elle fait ça. Mais des fois, à des moments, il sait pas, il est pas capable de. Des fois, il met de la merde. Hein. C'est pas magique. Donc, c'est très loin d'être compilable, tout simplement pour cette raison. Et des fois, même, faut modifier un peu des trucs, des façons qu'il a de le transformer pour avoir des floats, par exemple. Les floats, il les détecte pas forcément. Voilà. On a d'autres questions ? Comment tu gagnes ta vie ? Waouh, c'est complètement hors sujet, ça. Je répondrai pas à cette question. Ok. Désolé. Bon, du coup, maintenant, on va passer à faire un peu de l'assembleur basique. Voilà, je commence par les pointeurs. C'est un sujet assez cool, tout le monde adore les pointeurs. En général, c'est vrai que c'est compliqué au début. Il y a des étoiles, des et commerciaux. On se dit merde, il comprend plus rien. Puis en plus, c'est le langage C, il est un peu chiant quand même. Hein. Genre des fois, t'as tout fait pour que ça marche, mais ça marche pas, tu vois. Du coup, là, je vous ai mis 2 instructions. En gros, il faut savoir que les pointeurs, le concept de pointeur, évidemment, il existe aussi en assembleur. C'est tout simplement, on va lire la valeur
qui est contenu à une adresse. Et ça se matérialise par des crochets. Donc, pour vous donner ce que font ces deux instructions, là, par exemple, donc ça, c'est des registres, pardon. EAX, ECX, c'est des registres processeurs. OK ? Ce dont je vous ai parlé juste avant. Donc là, cette instruction A, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on est sur de la syntaxe Intel et non pas AT&T. Ok, il y a des petits malins. En gros, c'est le contraire. En gros, sur AT&T, c'est ECX égale EAX, et sur Intel, c'est EAX égale ECX. Donc on se base sur Intel. De toute façon, dans les jeux vidéo, en général, c'est que de l'architecture Intel. Donc, EAX égale ECX, voilà. EAX prend la valeur de ECX. Et là, on a EAX égale étoile ECX. EAX prend la valeur pointée par ECX quand on a des crochets. Ça vous parle? Pas de questions? Super. Voilà, maintenant on va jouer à un jeu. Que font ces deux instructions? Vous en avez la version 32 bits, la version 64 bits. On commence facile. J'ai l'impression que tu essayes de lire un tableau. Ça fonctionne quand je... Allô? C'est bon? J'ai l'impression que tu essayes de lire un tableau. EDX, c'est un compteur. Ouais, c'est un index, ouais. C'est ton adresse de base. C'est un tableau d'adresse. Voilà, vous avez la réponse. Ça, c'était l'instruction, la ligne de code. Voilà, donc là, on a value. Pardon. Donc voilà, donc là, on a value, c'est EAX ou RAX. Array, c'est EDI ou RDI. On voit donc value, forcément, c'est la valeur qui récupère ce qui est la valeur pointée par notre accès. EDI, c'est le array, c'est ça, cette variable-là. Et l'index, c'est EDX. Voilà, bravo. Next. Pas de questions? Personne n'a une idée? Déjà, vous voyez... Oh, putain, j'ai oublié un truc hyper important. Je me suis un peu emballé. Je suis désolé. Quand j'ai parlé des registres processeurs qui étaient dédiés à une chose en particulier, on a bien sûr RBP et RSP qui contiennent en fait les valeurs de la stack, c'est-à-dire les adresses du haut et du bas de la stack de votre contexte d'exécution. C'est-à-dire que EBP, ça va contenir le haut de la stack, l'adresse qui définit le haut de la stack, et RSP, ça va contenir le bas de la stack pour votre contexte courant. C'est-à-dire que dans votre fonction, tout ce qui est entre RBP et EBP, RBP et RSP, EBP, c'est vos variables locales, vos paramètres d'appel, votre adresse de retour, entre autres. Voilà. Désolé. Et puis du coup, ouais, puis le reste après, c'est... Il y a des cas où, par exemple, EAX, c'est souvent la valeur de retour est souvent stockée dans EAX, mais pas tout le temps. Et le pointeur this est souvent stocké dans ECX ou RCX,
mais ça peut être aussi EAX ou RAX ou d'autres. Mais c'est bien de le savoir parce que quand vous y êtes confronté, ça vous permet d'aller plus vite. Voilà. Revenons à notre petit exercice. Donc vous voyez que vous avez un EBP-5. Du coup, qu'est-ce que ça peut être ça? C'est ça, pas instruction, adresse, 5e valeur, 5e byte à partir du haut de la pile. Sachant que pour les deux premiers, c'est les paramètres d'appel, il me semble. Pardon? Non. Si on appelle une fonction, il y a une instruction call. Vas-y. Exactement, on la lit. Alors attends, on stocke une variable locale. Exactement, on assigne une variable locale. Ensuite, on voit que c'est un byte. Donc ça veut dire en gros que c'est une variable locale sur un byte. Qu'est-ce qu'on a comme variable? Et ou qu'est-ce que ça peut être d'autre? Exactement, c'est un booléen. On peut stocker des chars ou des booléens. Forcément, le booléen, c'est 1 ou 0, donc on ne va pas le stocker sur plus d'un byte. Du coup, vous voyez qu'on lit un booléen ou un char et qu'on le met dans EAX et qu'ensuite on fait une instruction CMP EAX avec 1. Du coup, c'est un if sur un booléen. Voilà. If, test différent. Alors là, ouais, c'est bon, on a bien un jump non equal. Des fois, il aurait pu inverser le test parce que, comme je vous ai dit, les voies du compilateur sont impénétrables. JNE, jump non equal. Donc si ce compare là, il met le flag dédié à l'instruction compare à 0, il jump. S'il met le flag à 1, il jump pas. Voilà. Donc voilà, je vous ai mis une petite explication. Ça va? Vous suivez? Pas de questions? Là, je veux vous... Vas-y. Ah, ça c'est... tu pourras regarder sur Wikipédia. Non, parce que sérieux, je sais pas. En gros, il y a un ordre, en fait. Tu réfléchis quand il appelle une fonction en premier, qu'est-ce qu'il va stocker? A priori, il va stocker peut-être l'adresse de retour, suivi de quoi? Des paramètres d'appel. Et après, il va commencer à stocker les variables locales. Voilà. Donc, ça peut être 5, ça peut être autre chose. Ce qui est cool, c'est que voilà, quand tu tombes là-dessus, tu vas sur IDA, tu fais tab et ça te donne le pseudocode. Et là, tu vois, ah, c'est une variable locale ou ah, c'est le paramètre d'appel. Faut être malin, faut être créatif. Enfin, il y a des gens qui sont hyper bons en assembleur, qui prennent IDA, qui ouvrent un exe et qui arrivent à sortir plein d'informations. Ils y passent énormément de temps et c'est une bonne méthode parce que au bout de 1 mois à passer leur vie dessus, ils ont toutes les informations sur le jeu. Mais moi personnellement, mon approche c'est plus du style dans Cheat Engine, tu cherches la vie et tu pars de la vie, tu vois, plutôt que de partir du point d'entrée du process pour trouver la vie. Celle-là, allez, quelqu'un va trouver. En plus, à 42, vous kiffez ça, à ce qui paraît. J'ai donné un indice. Pardon? J'aurais jamais dû le dire. Voilà, on a une boucle while. Il y a 2 jumps. Parce que forcément, c'est une boucle. Il faut qu'il y ait le jump qui permet de sauter la boucle et le jump qui permet de revenir. Bon, voilà, donc on a 2 variables locales. Ici, c'est la limite d'itération. C'est une boucle itérative. Donc ici, c'est 1E, c'est 30. On voit que c'est stocké à EBP-8, donc c'est une variable locale. Ici, on voit qu'on a une variable locale qui est initialisée à 0. Donc ça, a priori, c'est notre compteur. Là, c'est lu. Ensuite, les deux sont comparés. Ensuite, il fait un JNL, Jump Non Less. Donc, si c'est plus grand, il saute, XOR. Quand il XOR, c'est qu'il remet EAX à 0, en fait. Il remet le registre EAX à 0. Ne me demandez pas pourquoi. Là, il incrémente ici, et là, il bouge en fait ces valeurs de la stack dans des registres.
Là, voilà votre boucle. C'est bon? Est-ce qu'on a des questions? Cool. Voilà, donc là, Welcome to the Matrix. C'était pour vous donner un petit exemple de code auquel vous pourriez être confronté. En général, vous voyez, vous avez un paquet d'instructions en assembleur. Ce qui est cool, c'est que le debugger, en général, il va vous donner ah putain, ça c'est de l'ASCII. Du coup, il le met en commentaire ici. Regarde, c'est de l'ASCII. Donc là, tu sais que tu as une string can cast fireball. Là, tu sais que tu as une string cannot cast fireball. Là, tu vois que tu as un jump, ce qui fait que c'est un compare ici, qui fait que c'est conditionnel. Voilà, donc en fait, ce que je voulais vous montrer là, c'est que avec déjà des méta-informations que vous sorte le debugger, vous pouvez comprendre ce que fait le code sans analyser le truc instruction par instruction. En plus, vous avez le pseudocode d'AIDA. Et là, vous voyez un truc qui ressemble plus à du code source C. Donc en fait, ça vous rappelle rien, ça, là, ces valeurs-là? C'était voilà, ma structure player que j'ai initialisée. Ensuite, je fais un compare sur... là, je ne sais pas pourquoi, il m'a mis 1, 2, 3, 4, alors qu'il aurait dû mettre 4, 8, c'est 10. Parce que forcément, là, ici, c'est le début de la structure player. Et là, du coup, il prend les offsets pour atteindre la valeur de la structure. Du coup, là, on voit aussi que, comme je vous ai dit, des fois, il galère avec les floats AIDA. Donc là, il a mis la valeur décimale du float. Décimale, ouais. Vas-y, une question? Bah voilà. Bravo, merci. Excellent. Donc du coup, c'est moi qui suis con, c'est pas Aida. Désolé. Et voilà, et là vous avez le code C++ source. Voilà. Et, pardon. Ah, ok. Donc du coup, l'explication, c'est que du coup, comme il caste comme un pointeur, il incrémente que de 1, et comme c'est recast derrière, bah, du coup, automatiquement, ça le met à 4. Voilà. C'est ça? Vas-y, explique. Le compilateur, il connaît le type de la variable. Du coup, si tu mets un offset de 1 ou 2, il sait qu'à chaque fois, ça fait des jumps de 4 par 4, okay, vu qu'il connaît la taille de la variable. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, merci. Question. Next. Il est quelle heure? Ah, ça va, on est dans les temps. C'est bien. Manipuler un processus, voilà, vous allez me dire tout ça, ce que tu nous montres depuis tout à l'heure, c'est bien beau, c'est cool, c'est de la théorie, mais finalement, quand est-ce qu'il se passe un truc vraiment cool, on va y arriver. Oh merde. Je voulais vous demander, est-ce que quelqu'un a une idée de comment on peut, une des méthodes qu'on pourrait faire pour interagir avec un processus? Il y en a plein, hein, donc du coup probablement vous n'allez pas trouver celle du prochain slide, mais en fait c'est une méthode assez simple, assez évidente. Vas-y. Remplacer une fonction système par exemple? Oui, ça peut se faire. C'était pas ça. Non, mais c'est cool. Après, c'est un peu limité du coup, parce que si tu remplaces une fonction système, en gros, c'est juste une fonction qui va être appelée à un moment par le process. Après, ça permet de détourner l'exécution du process. Là, ce qu'on veut, par exemple, c'est vraiment altérer le comportement d'un process. Par exemple, je sais pas, on veut tricher dans un jeu vidéo, donc on va avoir besoin de connaître ce qui se passe dans le jeu et d'interagir avec le jeu. Bah, du coup, on lance un deuxième processus qui utilise l'API Windows pour interagir directement avec le processus qu'on veut hacker. Exactement. Et du coup, si on rentre un peu plus dans le détail, justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'API Windows? On lit la mémoire, on peut écrire dans la mémoire. En gros, là, ce que je voulais vous présenter, c'était on envoie des clics souris ou des commandes clavier. On simule, tout simplement. Donc, je vous ai fait un petit schéma. Donc là, c'est votre process de hack.
Voilà, c'est votre process c'est votre programme que vous avez écrit pour votre hack. Donc on passe par l'API Windows, Read Process Memory, on récupère les données qui nous intéressent là-dedans, et en fonction des données qu'on a là, et donc on peut interpréter ce qui se passe dans le jeu, on appelle la fonction sendInput, tout simplement, qui envoie des événements clavier ou souris. Il faut savoir que c'est un peu... Enfin, non. Donc voilà. Donc je fais play. Oh, CSGO. Excellent. J'adore ce jeu. Voilà, ce que je vais vous montrer là, c'est un trigger bot, c'est tout con. En gros, voilà, quand il y a un mec qui passe dans le viseur, il tire. C'est un bon chasseur. En gros, le principe, c'est que vous lisez... En gros, quand il y a quelqu'un qui passe dans votre viseur, il y a une adresse mémoire qui est remplie avec l'ID du mec qui est passé dans votre viseur. Du coup, si vous voulez le faire très très vite, vous checkez cette case mémoire. Si la valeur change, vous tirez. Après... non, c'est abusé. Hein. C'est vraiment abusé. Après, le faites pas en compétitif parce que vous êtes grillé de ouf. Mais en deathmatch, c'est marrant. C'est complètement externe. Donc en plus, si c'est ton code, leur anti-cheat, il l'a jamais vu. Il y a plein de trucs. Par exemple, là, ce que je fais tout simplement, c'est j'ouvre le process de CSGO, je lis la fameuse case mémoire qui change quand quelqu'un passe dans le viseur, et je lis aussi la liste de tous les acteurs et joueurs pour savoir si c'est mes potes ou pas. Et comme ça, je tire que sur ceux qui sont pas mes potes. Et aussi, en fait, ça m'a servi à faire une autre chose aussi. Je ne l'ai pas montré là, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est afficher en surimpression sur l'écran en fil de fer le squelette du personnage. Et donc, ça vous fait un hack. Voilà. Après, c'est un peu plus technique parce qu'il faut faire en fait un... Merci. Genre, quand tu bouges sur une map, logiquement, genre, imaginons que tu es sur 4 joueurs, tu vas avoir 4 valeurs qui vont bouger en même temps. Ouais. C'est un peu galère de trouver... comment tu veux mettre justement ton wallhack, parce que, genre, si j'ai bien compris, tu vas essayer de retrouver les variables qui vont bouger. Par exemple, si c'est des coordonnées XY, ça va être peut-être souvent des floats ou des trucs comme ça. Tu vas essayer justement de trouver ces données-là. Et ensuite, après, genre, tu vas... Enfin, je vois pas trop comment tu peux faire, en fait. Non, en fait, le jeu, il est bien fait. T'as une adresse qui te permet de... T'as une adresse où tu peux lire le monde. Dans ce monde, t'as la liste des joueurs. Du coup, après, la liste, c'est tout simplement une itération. C'est des pointeurs qui sont à la suite. Donc, tu itères sur la liste en lisant chaque pointeur. À partir du pointeur, t'as l'adresse du joueur. Après, tu connais la structure du joueur. Donc, tu connais sa position en X, Y, Z, sa vie, son armure, tout ça. Par contre, ce qui est un peu technique, c'est le world to screen. C'est-à-dire qu'en fait, il faut transformer les coordonnées 3D du monde en projection 2D sur l'écran. D'ailleurs, il y a un projet à 42, vous faites ça, non? Et ben voilà, vous voyez, ça vous sert. Ça peut vous servir. Voilà. Et donc après, une fois que tu as le world to screen, tu dessines des traits, en fait. Parce qu'en fait, tu as les os, tous les os du personnage qui t'as leur position exacte dans l'espace. Donc après, tu les interconnectes entre eux. Voilà. Vas-y, allez-y. Du coup, ça veut dire que dans un jeu comme CSGO, on a à n'importe quel moment, même si on est à l'autre bout de la map, on a accès à la position de n'importe quel joueur, de n'importe quelle articulation. Le serveur, il t'envoie les joueurs que tu peux voir. Je crois que c'est si tu peux les voir s'ils sont suffisamment proches pour que... Enfin, il n'est pas capable d'anticiper quand est-ce que tu vas le voir. Ouais. Donc il regarde la distance que tu as et s'il voit que c'est impossible que tu le vois, il t'envoie pas l'info. Okay. Après, c'est bizarre. Imaginons que tu as un joueur A qui est tout à gauche de la map et un joueur B qui est tout à droite de la map. Logiquement, quand tu vas faire un coup de feu, tu vas avoir un déclencheur sur toute l'interface audio. Et donc, du coup, genre, tu dois avoir... non, mais tu peux détecter la lecture du fichier sonore. Ouais. Mais après, à quoi ça sert? Mais logiquement, tu peux du coup avoir
Enfin, tu peux avoir l'information du joueur même si vous êtes à des côtés hyper opposés, parce que quoi qu'il arrive, dans la mémoire, il sera là pour te dire à quelle distance il est par rapport à toi, pour te donner la puissance du son, on va dire. Bah après, en fait, l'idéal, c'est tout simplement de lire les informations là où elles sont le plus exploitables. Et quand tu as la position exacte en X et en Y et en Z d'un joueur, après, libre à toi d'être créatif et de, je sais pas, de te faire un espèce de truc qui va te donner des sons pour te dire si le mec il est en face de toi, derrière le mur ou voilà. Mais après, oui, bien sûr, tu pourrais faire un espèce de détection de position des joueurs basé sur si les sons sont joués. Tout est possible. Après, s'il est assez loin, le joueur, ça te donne que genre. Enfin, le bruit vient que d'une direction et pas forcément de la position. Ouais. Après, j'ai pas non plus ultra arrivé vers CSGO, hein, donc je peux pas, j'ai pas les détails. Juste une question. T'as dit que tu utilises l'API Windows là pour celui-là. Du coup, il détecte pas ça. Non, voilà, ce que je voulais dire à ce sujet-là, c'est que tout simplement, quand vous lancez OBS et ou Fraps, vous allez qui va scanner votre écran, non seulement il fait un open process, mais en plus, il balance des hooks dans les drivers DirectX, de la même façon que vous pourriez faire avec un OLAC. Donc, il faut savoir que vraiment l'anti-cheat, pour pas faire de false positive, il fonctionne sur de la détection de signature. Mais c'est pas le sujet de cette conférence. Next. Quelqu'un a une idée? Bah forcément, ça a été dit. Comment on peut interagir aussi avec un processus write process memory au lieu du send input. Par exemple, je me souviens dans World of Warcraft, on pouvait, en écrivant dans des cases mémoire des coordonnées, le personnage il se déplaçait gentiment aux coordonnées que vous lui disiez. Donc vous n'avez même pas besoin d'appeler une fonction spécifique à l'intérieur du processus qui devient assez lourd et compliqué. Vous aviez juste 3 cases mémoire à écrire avec les coordonnées où vous vouliez aller. Et vous pouviez faire votre bot, enfin en tout cas une partie. Donc voilà, là ce qui est intéressant avec le write process memory, c'est qu'on peut aussi du coup modifier du code dans une fonction, forcément. On peut modifier la partie data et la partie statique et la partie dynamique du process. On peut faire énormément de choses. Par contre, pour envoyer des inputs, en général, c'est difficile d'envoyer des inputs juste avec un write process memory. Donc, c'est vraiment la méthode, elle est adaptée. Et puis voilà, après, on peut vraiment imaginer n'importe quelle méthode pour faire n'importe quoi. Je présente juste des trucs qui se font. Tout à l'heure, tu as dit que de base, la data était que en read-only. Comment tu fais pour la passer, que tu puisses écrire dessus? Tu as une fonction de l'API Windows où tu changes le mode de la page et après tu le remets, tu vois, parce que tu es propre. Mais des fois, tu n'es même pas obligé de remettre. Hein. Le processeur, il exécute quand même le code. Mais par défaut, ouais, c'est en read-only. Donc voilà. Donc là, j'ai un autre exemple. Ah ouais, Blobby Volley. Donc je sais pas si vous connaissez. C'est un grand classique. C'est des flubbers qui jouent au volley sur la plage. C'est vraiment cool. Du coup, vous voyez, donc ils sont l'un en face de l'autre, ils bougent, on voit qu'il y a des règles. Ils sont un peu genre, on peut pas sortir et tout, voilà. Donc voilà, on voit. Donc là, j'ai fait un petit hack, donc c'est que du write process memory. Et vous allez voir ce qu'on peut faire. Je vais le lancer. Voilà. Et donc maintenant, je passe chez le voisin. Donc là, voilà. Voilà, et là, ça devient un peu YOLO. Voilà. Donc là, tout simplement, je sais plus exactement comment j'ai fait. C'était il y a genre un mois et demi. En gros, il me semble que j'ai changé l'instruction qui checkait. Ou non, j'ai peut-être changé la limite. Il y a une valeur tout simplement qui limite le déplacement en X et en Y de votre flubber. Du coup, je l'ai modifié à l'autre bout de l'écran. Du coup, il peut passer. Et après, alors tout simplement, pour le déplacer à la souris, bah, tu modifies en live, tu récupères les coordonnées de ta souris et tu mets les coordonnées de ton personnage sur les coordonnées de ta souris. Voilà. Est-ce qu'on a des questions? Mais du coup, j'imagine que ça peut...
j'imagine que ça peut très vite cracher, c'est parce que si c'est pas forcément prévu par ceux qui ont codé le jeu, dès que tu commences à écrire une valeur plus grande que de Ça base, fait n'importe quoi. Des fois, en fait, tu fais un truc, tu fais ah putain, c'est cool et tout, et puis tu testes, et en fait, non, en fait, ta modification, elle a pas anticipé, enfin, elle hack le truc à un endroit, mais par contre, après, le reste, dans le code, quand il exécute, il continue de l'exécuter, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que souvent, on cherche un moyen d'aboutir à un comportement, et après, on essaye de stabiliser, de trouver les cas où ça peut crash ou pas faire ce qu'on veut. Donc, il y a aussi un taf, des fois, où que tu n'avais pas prévu, mais tu vois que ça déconne sur certains plans. Et du coup, tu es obligé aussi de patcher les endroits où ça déconne. Ouais. Trouver un autre moyen. Et donc là, typiquement, c'est une boucle qui envoie aussi vite que possible, qui force la position en fonction de la souris, quoi. C'est ça. C'est une boucle while qui rafraîchit, qui lit la mémoire en permanence. Et il y a une gestion de la synchronisation avec les frames qui sont calculés ou un truc comme ça? Non, c'est vraiment à l'arrache. Bah, il n'y a pas besoin. Hein. Tu vois, ça marche. S'il y avait besoin, il aurait peut-être fallu le faire. Mais bon, a priori, en gros, il faut vraiment ne pas essayer de partir trop loin en se disant ouais, va falloir synchroniser avec les frames, etc. Parce que des fois, si ça marche avant, en fait, ça t'évite de passer énormément de temps. Voilà. On a des questions? Ouais, je me demandais comment tu gères le fait qu'a priori, un programme, quand tu le relances, la RAM, elle va être changée enfin, il y aura les adresses seront modifiées de façon aléatoire. Ouais, tu parles de l'ASLR. Exactement, ouais. Ben ouais, j'avais hésité à en parler pendant la conférence, mais je me suis dit que c'est chiant. Enfin, mais en gros, c'est vrai que je vois votre niveau là aujourd'hui et je me dis que j'aurais peut-être dû en parler. Mais en gros, voilà, faut savoir que Windows et la plupart des OS, hein, Linux aussi, en gros, ils ont fait un système qui randomise, rend aléatoire vos adresses. Du coup, si vous le désactivez, souvent, une adresse d'une valeur, elle ne va pas changer d'une exécution à l'autre, si vous désactivez la SLR. Par contre, si vous la réactivez, d'une exécution à l'autre, l'adresse qui va contenir votre vie, elle va changer. Du coup, ça complexifie un peu la tâche. Ça vous oblige en fait à partir du point d'entrée du programme et de sauter de structure en structure jusqu'à arriver à votre adresse. Des fois, en fait, vous trouvez l'information que vous cherchez en 10 minutes et vous passez 2 semaines à la lire à chaque exécution du process parce qu'il faut reverse tout jusqu'au début. Bon, 2 semaines, j'exagère un peu. Voilà. En fait, à la base, la SLR, ça a été fait justement pour éviter que quand quelqu'un fait un exploit sur un truc, que ça soit trop facile en fait de pouvoir vraiment faire un peu n'importe quoi sur votre ordi. Voilà, ça donne des devoirs supplémentaires aux hackers. D'autres questions? Waouh. Et le football américain, non? Du coup, en fait, c'est à ça que ça sert les offsets, parce que je suis déjà allé voir un peu sur des forums, voir du code source de hack, et j'ai vu qu'on parlait souvent de offset par rapport à la vie ou autre chose. Donc ça sert à ça, en fait, pour récupérer, même quand c'est random. Bah en fait, ouais, un offset, c'est tout simplement un saut depuis le début d'une structure sur un truc à l'intérieur. Ça peut être un pointeur, ça peut être une valeur. Donc en fait, souvent, comme j'ai dit, tu pars du début du processus, du point de départ mémoire de ton processus, et tu sautes sur un objet qui va contenir, je sais pas, le contrôleur du jeu. Ensuite, dans le contrôleur du jeu, tu vas sauter sur une adresse, tu vas prendre un offset qui va t'amener à une adresse, qui va t'amener à un objet, le monde. Après, du monde, tu vas sauter du monde jusqu'à arriver à la liste des joueurs. Et après, dans la liste des joueurs, tu vas lire la liste des joueurs, tu vas interpréter quel joueur est qui, et après, tu peux lire la vie, etc. Enfin, en gros, tu lis les structures. Mais voilà, le problème, c'est que c'est un peu chiant de devoir faire ça, en fait. Ça serait tellement plus cool si, à partir du moment où vous trouvez une adresse, elle ne change pas d'une exécution à l'autre, clairement. Mais dans ce cas-là, désactiver la SLR, hein. Ça marche, mais moi, je trouve ça un peu inutile dans un sens, parce que ça protège finalement... C'est juste... Si, ça alourdit le travail, mais ça protège en rien, en fait, contre quoi que ce soit, la SLR. Vas-y.
Les updates aussi, ça change. Enfin, c'est un jeu. Ah bah oui. Bah, à partir du moment où le jeu change, il suffit que ta structure, il y ait des choses qui soient ajoutées dedans, et du coup, forcément, ça décale l'offset. Donc en fait, des fois, quand tu as une mise à jour, tu as juste à calculer des décalages d'offset que tu peux réappliquer un peu partout. Enfin, après, si tu as bien fait ton architecture, tu as juste un décalage d'offset à faire, mais ça dépend. Donc ouais. Et là aussi, souvent, les adresses des instructions, elles changent quasiment à chaque fois. Parce que là, du coup, forcément, il y a du code qui a été rajouté. Donc si le code a été rajouté avant l'instruction que tu modifiais, tu peux être sûr que l'adresse va changer. Alors que sur les structures de données, des fois, ils font pas trop varier en fait. Ils n'ont pas besoin de changer les structures de données, tes offsets ils changent pas forcément. Mais il n'y a pas moyen d'avoir des problèmes avec des anti-cheats si on désactive la SLR? Si, enfin je sais pas, là-dessus j'ai pas l'expérience, mais moi je désactive jamais la SLR parce que bah, c'est là quoi. Donc je sais même pas en fait dans quelle mesure désactiver la SLR ça rend vraiment la vie plus facile. J'ai jamais vraiment essayé. Mais en théorie, si tu la désactives, tu peux le faire dans Windows, dans la registry il me semble. Tu rebootes. Peut-être plus dans Windows 10, je sais pas. Voilà. Mais du coup, quand tu fournis un hack, par exemple, tu vois, t'as fait ton hack, etc., tu veux le fournir à des gens pour qu'ils puissent s'amuser aussi. Et sauf que, bah, pareil, l'adresse a changé, enfin, c'est pas la même chose. Du coup, comment tu fais pour que ça soit. Bah, tu peux. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, où tu leur envoies une nouvelle version, où tu as mis à jour. Ou en fait, tu peux chercher aussi des patterns de bytes dans ta mémoire. Et en fait, après, tu vas trouver dans le code. Parce qu'en fait, les offsets, ils sont aussi utilisés par les instructions. En fait, c'est comme ça que les instructions, elles accèdent à ce qu'il y a à l'intérieur des structures. Donc, tu peux récupérer les offsets directement dans le code. Donc, des fois, tu scannes sur un pattern qui va te donner. En général, souvent, c'est le premier offset qui change, celui de départ. Et après, le reste, vu que c'est des structures qui ne sont pas forcément modifiées, ça change rarement. Donc, du coup, tu travailles qu'avec des offsets en fait. Oui, tu as besoin de travailler avec des offsets. Ouais. Et tu pars du module, du point de départ du module de l'exé, saute. Okay. Donc tes offsets changent. Et souvent le premier change. Donc le premier, tu fais un truc qui te permet de le récupérer dans le code. Tu fais une recherche de pattern. Tu lis donc après en mémoire les instructions qui accèdent et tu as ton offset. Okay. Une méthode. Après, tu en as d'autres. D'autres questions ? Donc voilà, maintenant, je vous en ai parlé un peu. C'est quand on va s'inviter à l'intérieur d'un processus. Là, c'est vraiment cool parce que on n'a plus besoin de passer par l'API Windows. Là, en gros, on est vraiment comme si on est à l'intérieur. C'est-à-dire que, par exemple, tu crées un pointeur, tu déclares un pointeur, tu lui associes une adresse, ça marche. Tu peux même la modifier tout directement dans le code. Tu peux aussi appeler des fonctions, du coup, vu que tu es à l'intérieur. Il faut juste que tu fasses, que tu t'envoies les bons paramètres, le bon contexte, et ça marche. Et des fois, tu peux faire bouger ton personnage, le faire attaquer. Tout dépend de comment le jeu a été conçu. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Et concrètement, ça se fait comment ? Alors, souvent, la méthode la plus simple, c'est on injecte une DLL, une librairie dynamique. L'intérêt de la librairie dynamique, c'est que c'est du code exécutable, compilé, mais qui peut être exécuté, appelé par un autre process. Du coup, Windows, c'est cool. En plus, vraiment, si tu passes par l'API Windows, tu leur dis charge-moi cette DLL dans ce process, il le fait. Et après, en fait, dans ta DLL, tu as un point d'entrée qui s'exécute au moment où elle est chargée. Donc ça, c'est la méthode assez basique, et c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Celle dont on va discuter aujourd'hui. Mais il y en a d'autres. Tu peux carrément directement aller réserver un espace mémoire à l'intérieur du process, écrire tes instructions, et après, il faut détourner l'exécution du process pour que ton code soit exécuté. Mais c'est très complexe. Là, ça demande vraiment un gros niveau et beaucoup de temps. Et de s'adapter en plus à chaque process et tout. Là, la DLL, c'est assez cool. Tu fais ta petite DLL, tu connais les fonctions, les adresses des fonctions que tu veux appeler, et tu la charges. Voilà.
Là, vraiment, ce qui est assez cool, c'est que du coup, on n'a plus besoin de passer. Ça enlève en fait une couche d'interaction avec le processus, comme écrire dans la mémoire avec Write Process Memory, envoyer des inputs, etc. Là, carrément, tu peux très facilement simuler des inputs à l'intérieur. Il suffit que tu appelles la fonction qui traite les entrées clavier-souris et que tu lui dises, voilà, clique ici. Et du coup, là, du coup, en fait, ça passe même plus par l'API Windows, donc tu gardes en plus le contrôle de ta souris. Voilà. D'autres questions ? Là, du coup, ça consiste en créer un nouveau fichier DLL nous-mêmes. C'est pas une modification dans l'existant. C'est une DLL que tu crées, que tu codes, que tu injectes, et après la DLL à l'intérieur du process, c'est comme si elle faisait partie du programme, donc elle a accès à toute la mémoire. Donc après, elle peut modifier le programme à l'intérieur. C'est tout dépend de ce que tu veux faire. Et automatiquement, au moment où elle est chargée, il y a un point d'entrée qui est exécuté dans cette DLL. Exactement. Et le jeu, il n'a pas le choix sur ça. Il est forcé de le faire. D'autres questions ? Est-ce qu'il y a des alternatives, est-ce qu'il y a une alternative équivalente sur Linux et Mac? C'est la même théorie. C'est exactement c'est quoi? C'est des SO, ouais. C'est avec un SO, tu peux le faire. J'ai pas la. En général, j'ai pas beaucoup d'expérience sur Linux. Okay. Mais a priori, c'est la même théorie. Ok. Une question? C'est pas une question, c'est juste pour l'histoire des SO. Sur Mac, il y a des sécurités à désactiver dans le système pour pouvoir les injecter, sinon ça passe pas. Ouais, ça doit être la signature de code. Ouais, c'est au démarrage du Mac, il faut désactiver un flag. Ok, voilà. Oula. Pas d'autres questions? Non, pas exactement. J'ai un slide après sur le hook. On peut y passer? Ok. Je vais passer très rapidement sur les hooks parce que ça devient technique. Une question là-bas. Pardon. Mais tu t'es... Ça n'a pas trop de rapport avec la DLL, mais plutôt que de te demander comment tu gagnes ta vie, est-ce qu'il y a des gens qui en font un métier du coup? Est-ce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent avec ça? Je sais pas, à ton avis? Non, j'imagine qu'il y a des gens qui gagnent leur vie, mais ça serait plutôt quoi? Ça serait pour des grosses sociétés, genre Pentester? Tout simplement, si tu connais ça, ne serait-ce que tu bosses dans une entreprise et tu as besoin de sécuriser un logiciel, c'est important de connaître tout ça, tu vois. Ouais. Donc ça fait partie de tes compétences. Il y a mille et une façons de mettre ça en application, en dehors de juste punaitre des mecs sur CS, quoi. Mais ça serait plus sécurité, développeur de jeux vidéo, ça serait... Donc en fait, Ouais. c'est un tout, quoi. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que... un atout, quoi. Bah ouais, parce que ça te permet vraiment de, quand tu interagis, quand tu fais du reverse et tout, tu comprends en fait exactement comment fonctionne ton ordinateur, de A à Z. D'accord. Peut-être pas forcément depuis les circuits électriques, mais voilà. En fait, tu sais que t'as ton processeur qui fait passer des instructions et que ton code compilé, il passe ton code source, il devient du code assembleur. Après, il y a un domaine aussi dont j'ai pas parlé, c'est tout ce qui est langage interprété. Parce que forcément, les langages interprétés, il y a un truc super cool, c'est que vous avez très facilement le code source, même s'il a été obfusqué, les variables, les fonctions ont été changées, mais ça reste, quand c'est du Java, quand c'est du C#, vous récupérez du Java ou du C#. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous pouvez vraiment facilement comprendre comment le jeu a été conçu, ou le programme. Par contre, pour interagir avec au niveau des instructions, vu que les instructions elles sont transformées en assembleur à la volée au moment où elles sont exécutées par le JIT, Just in Time Executor, je sais pas, eh bien faut hacker la .NET Framework ou la VM Java. Et voilà, donc c'est complètement différent et on n'a pas le temps d'en parler là. Mais voilà, en fait, il y a plein de domaines d'application. Ça augmente ta compréhension sur le sujet. C'est marrant. C'est que du bon. Ok, merci. D'autres questions?
Non, t'inquiète, c'était la lumière. Est-ce que, du coup, avec ces techniques, même si ça se fait pas, hein, c'est juste pour savoir, ça permet de, à la fois, du coup, hacker les jeux vidéo, mais est-ce que les cracks, ils sont faits comme ça aussi? Oui. Ok. C'est le même principe. Ok. Nice. Je passe au hook, rapidement. Parce qu'en plus, on commence à être en retard. Mais on a presque fini, donc c'est cool. Ça nous laisse 20 minutes pour manger après. Et enchaîner avec le workshop pour ceux qui veulent. Donc, un hook, qu'est-ce qu'un hook? En fait, la différence avec la DLL, où vous êtes à l'intérieur du processus et vous appelez des fonctions type move, attack, pick up, votre code, il est à l'extérieur. Il reste à l'extérieur de toute l'exécution. Quand vous faites un hook, c'est le même principe en fait que, je sais pas, vous avez peut-être fait des hooks web, c'est toujours la même chose, un hook. C'est vous interceptez du code, vous y ajoutez le vôtre, et ça vous permet du coup d'altérer le fonctionnement. Donc ça veut dire qu'en gros, quand le processus, quand va exécuter la fonction que vous avez hookée, votre code va être exécuté, tout simplement. Ça vous permet de détourner le flux d'exécution à un instant T. Ça peut servir dans pas mal de cas, mais ça reste un truc assez abstrait. J'ai pas vraiment d'exemple à donner. Bon, par exemple, je sais pas, vous hookez la fonction qui fait que quand sur CS, quand vous tirez, et ben juste avant qu'il tire, vous bougez le viseur sur la tête d'un ennemi. Je sais pas si ça se ferait comme ça un Yambot, mais vous comprenez le principe. Voilà. Donc après pour les hooks, ça se fait facilement quand on est injecté à l'intérieur, forcément. Mais on peut aussi, pareil, avec des write process memory, si on fait ça bien, on peut aussi modifier, altérer. En fait, l'idée, c'est on trouve l'instruction qu'on veut, à partir de laquelle on veut détourner le fonctionnement, l'exécution. On la remplace par un jump. On la fait jump sur une portion de code que nous, si on a injecté notre DLL, c'est facile, tu la fais jump sur une adresse de la DLL. Si tu n'as pas injecté ta DLL, tu es obligé d'allouer de l'espace mémoire, d'écrire ton code dedans. Et à la fin de ton code, tu réécris bien sûr l'instruction que tu as remplacée au tout début, tu finis ton code et ensuite tu rejump à la fin. Et si tu as tout bien fait, ça ne crache pas. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo. C'est un bot sur Path of Exile. Et là, vous allez voir, ça met en application en fait l'injection DLL. Et je pense les hooks aussi, je sais pas. Ça, c'est pas moi. Du coup, vous voyez, en fait, pour ceux qui ont déjà joué au jeu, la souris ne bouge pas, et le perso se bat. Et si vous avez joué au jeu, vous savez que c'est strictement impossible, en fait. On peut que déplacer le personnage et se battre en bougeant la souris. Là, voilà, on a un DLL injecté, enfin du code injecté en tout cas, qui va appeler directement les fonctions se battre, qui va lire la mémoire, comprendre où sont les monstres, comprendre la walkable map, c'est la map sur laquelle on peut, voilà, c'est ça. Et voilà. Donc ça c'est une des utilisations qu'on peut faire. Un bot. Est-ce qu'on a des questions? Peut-être une question un peu bête, mais là je vois le bot, il joue à notre place. Est-ce que c'est possible de faire un bot qui fait tellement d'instructions, qui fait ramer le jeu Bah oui. Ça arrive. Bah ouais. Surtout que, il me semble que ce bot-là, vu qu'il était injecté, mais qu'il faisait, je sais plus s'il passait par une DLL et qu'il créait un thread supplémentaire pour s'exécuter, il me semble qu'il s'exécutait directement dans la frame d'exécution. Donc c'est-à-dire que si tu avais 10 FPS dans le jeu, le bot s'exécutait lentement. Si tu en avais 100, il s'exécutait vite. Donc voilà, ouais, il y a plein de trucs qui sont interdépendants, c'est clair. Okay. D'autres questions ? Par exemple, pour un bot sur League of Legends, est-ce que ça marcherait pareil, sachant que le jeu est un peu plus sécurisé ou Je connais pas le niveau de sécurité de League of Legends. J'imagine que c'est plutôt bien sécurisé. Donc du coup, c'est galère d'aller lire les données, etc. Mais après, bien sûr, oui, ça pourrait marcher de la même façon. Après, peut-être qu'ils font des checksums, des instructions pour savoir si les instructions étaient modifiées. En gros, sur un jeu comme League of Legends, tu es obligé de passer d'abord par l'analyse de tout leur système de détection avant de pouvoir vraiment faire quelque chose. Ou sinon,
ça j'ai oublié d'en parler, c'est tu regardes les pixels à l'écran et tu fais un bot qui réagit aux pixels à l'écran avec le clavier et la souris. Là, tu es plutôt safe parce que en gros, l'écran, c'est trop éloigné du processus pour qu'il puisse. Puis, enfin voilà, tu lis des pixels à l'écran, c'est pas comme si tu lisais la mémoire. Et encore, lire la mémoire, c'est très très furtif aussi. Mais voilà, tu es très éloigné du processus. Voilà. Après, je vous invite, en fait, il y a plein de forums en fait qui vous donnent plein d'infos avec des mecs qui font des recherches sur un peu tous les jeux et qui partagent. Et du coup, il y a des mecs qui ont déjà dû faire du reverse sur League of Legends et qui ont dû partager des infos sur l'anti-cheat et compagnie. Si ça t'intéresse, je t'invite à chercher. Les forums, c'est quoi? C'est Unknown Cheat, Owned Core, et il y en a plein d'autres. Qu'est-ce que je voulais dire? Vas-y, question. Est-ce que tu hacks seulement des jeux ou d'autres trucs? Je hack rien, moi. Je présente, je vous montre comment hacker des choses, c'est tout. Ok. Mais je trouve que c'est plutôt amusant de démonter quelque chose et puis de voir comment ça marche. Ouais. Donc c'est ça qui est drôle. De ouf. Fait. Après, pour tricher, pour gagner ou des trucs, faire des trucs impossibles, je vois bien que quand je joue à des jeux, il y en a qui utilisent ça. Ça m'énerve un peu, quoi. Mais bon. Ah ouais. Bah, d'ailleurs, je voulais dire, sur CSGO, bon, évitez de tricher en compétitif, c'est pas cool et puis c'est pas marrant. Et si vous voyez Zaraki, c'est moi, donc cheatez pas. Voilà. Okay. Et est-ce qu'on peut le faire sur des jeux mobiles, ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des bots sur des jeux mobiles, c'est obligé vu les scores. Bien sûr. Même concept, on a les mêmes outils. C'est juste un peu plus compliqué parce que forcément Android, il y a les petits malins qui sont passés avant sur Windows et Linux depuis des années. Du coup, quand ils l'ont conçu de manière plus sécurisée. En plus, c'est bon, c'est de la Dalvik VM, machin, c'est du Java. Ouais. Mais c'est tout à fait possible et je suis des gens qui s'y attellent d'ailleurs. Et ça reste un domaine assez récent. Okay. Jusqu'à présent. C'est bon. Oh là là. Où ça? Juste pour répondre. Ouais. Ça marche pas. Ok, d'accord, cool. Juste pour répondre, comme le Cheat Engine sur téléphone, tu as le Lucky Patcher. Mais en général, c'est tout ce qui est sur serveur, ça va être checké. Du coup, je pense pas qu'il triche en général. C'est quoi, c'est Lucky Patcher? Ouais, mais il faut que le tel ils sont routés. Ouais, et ça marche sur n'importe quel émulateur. Et on les modifie, et on change cool. Et tout. Moi je connaissais Lean Engine, mais j'ai trouvé ça sur un forum coréen, il fallait genre s'inscrire, machin, poster des trucs et tout. Mais j'ai téléchargé, c'est pas mal. Ça reste moins puissant que Cheat Engine quand même, mais c'est du bon boulot. Je crois, ouais. J'ai testé 2 heures, hein. J'ai pas été très très loin. Cheat Engine est open source par contre. On est bon? Bon, de toute façon, il va falloir vraiment qu'on termine. Voilà, donc je vous ai fait un petit récapitulatif de toutes les façons, des façons que j'ai présentées ici pour interagir et manipuler un processus. Il y en a une infinité, il faut juste être créatif. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, la rétro-ingénierie, c'est vraiment une question, il faut être malin, faut essayer d'y passer le moins de temps possible. On cherche à arriver d'un point A à un point B. Parce que on a des millions et des millions d'instructions en assembleur et on ne va pas toutes les analyser. C'est un peu comme si vous cherchez une aiguille dans un système solaire, vous n'allez pas analyser centimètre cube par centimètre cube, vous allez être créatif. Voilà, je pense que c'est fini. Merci à vous, c'était un plaisir.